6h, 9h. Oh, sacré matin. Le soleil se lève dans le transistor. L'actualité au Cameroun, sur le plan local, c'est bien sûr ces chiffres publiés par le Conseil de discipline budgétaire et financière qui a présenté donc son rapport à Yaoundé. On apprend que de 2008 à 2024, 340 fonctionnaires et maires ont commis 1058 fautes de gestion qui ont fait perdre à l'État du Cameroun 145 milliards 100 millions de francs CFA. Mais ce sont des chiffres qui sont avancés, mais aucune sanction derrière. Et la question qu'a posée Jean-Paul Chouniat ce matin, c'est comment expliquer cet engagement tant clamé par le gouvernement à lutter contre la malgouvernance, la corruption et les détournements de fonds publics avec des organes sans pouvoir de répression. Mais justement, c'est là toute la question. Mais il faut partir d'abord de la genèse. La genèse se situe à deux niveaux, à mon avis. Le premier niveau, c'est que pourquoi faire des contrôles sur des périodes de 10-15 ans? Pourquoi ne pas instaurer des systèmes de contrôle systématiques, excusez le pléonasme, tous les ans, qui permettraient que les gestionnaires de la fortune publique sachent qu'ils sont sous le feu de ces contrôles-là et par contre fassent attention. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous allez vous rendre compte, Marie-Flore, que tous les gestionnaires dont il est question ont bénéficié à chaque exercice de quitus de bonne gestion du conseil d'administration. C'est aussi s'interroger sur la qualité des conseils d'administration qu'ont les entreprises publiques. Parce que si un gestionnaire, chaque année, a un quitus de bonne gestion du conseil d'administration, soit ce conseil d'administration est incompétent, soit il est complice. Ça, c'est la deuxième chose. Le troisième niveau, c'est effectivement la longévité des gens à des postes de responsabilité. C'est-à-dire que quand les gens finissent par devenir sédentaires à des postes, vous entendez qu'il y a quelqu'un qui est DG depuis 30 ans, vous entendez qu'il y a quelqu'un qui est PCA depuis 20 ans, ainsi de suite, ça crée un environnement et une ambiance qui est favorable au détournement, à la corruption et à la mauvaise gouvernance. Donc c'est cet ensemble de facteurs-là. Maintenant, l'élément principal pour lequel on ne peut pas avoir des sanctions tout de suite, c'est effectivement ce que je relevais la semaine dernière, c'est-à-dire que je parlais de l'exacerbation ou alors de l'extrême concentration des pouvoirs entre les mains du président de la République. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, il faudrait, une fois que le Conseil a constaté ces fautes de gestion, que le président de la République autorise les poursuites contre ces gestionnaires de la fonction publique. Or, ce qui devrait se passer normalement, c'est que le premier procureur de la République venu puisse s'auto-saisir de la question et intenter des actions en justice contre ces personnes-là. Mais on s'attendrait à ce que ces personnes, justement, puissent répondre véritablement de ces faits-là devant la justice. Mais est-ce qu'il n'y a pas un procureur qui peut se lever, qui, après cette dénonciation, se saisit de l'affaire pour essayer d'en savoir davantage? Alors, vous savez que les personnes qui sont nommées directement par décret présidentiel ne peuvent être poursuivies sans l'autorisation expresse du président de la République, ou alors sans que ce dernier les ait démis de leurs fonctions. Donc voilà les deux conditions, il me semble, et ça c'est un blocage énorme pour les magistrats. N'oubliez pas également que le président du Conseil supérieur de la magistrature, c'est le président de la République, donc finalement c'est lui qui décide. Ce qui pose une véritable question au niveau de la séparation réelle des pouvoirs que nous avons entre l'exécutif et le judiciaire. Donc c'est tout ça qui crée des blocages. Et il faut surtout noter, Marie-Flore, que ce n'est pas la première fois qu'on a ce genre de rapport. Ces rapports-là, on les a depuis 5 ou 10 ans, incriminant parfois les mêmes personnes qui sont, jusqu'à l'heure où nous parlons, toujours en fonction. Sur le plan politique, Paul Mahel, on revient sur ces tensions internes dans le RDPC. On en parlait encore en début de semaine avec Emmanuel Koko et Moussa Njoya, que ce soit dans la région de l'Ouest, dans la région de l'Est ou même encore à l'Extrême Nord avec cette marche annulée notamment, mais également ce climat électrique à l'UPC où d'un côté vous avez
Yaptimba, présenté comme le candidat de l'UPC à la présidentielle de cette faction, je précise bien, mais également cette sortie du professeur Bayebek pour dire non, c'est pas Yaptimba. Et de l'autre côté, vous avez les autres factions, une faction qui soutient d'ailleurs Maître Akeremouna, l'autre qui soutient le gouvernement, toutes ces factions. Est-ce qu'on peut avoir... Là, on convoque le journaliste parce qu'on sait que Paul Mayel est un soutien à un candidat connu. Voilà, donc là, c'est le journaliste en tout cas. Peut-on avoir la même lecture sur ces différents cas parlant de la présidentielle, que ce soit de l'UPC ou même encore le RDPC, pardon? Mais écoutez, Emmanuel Coco a totalement raison, Marie-Flore. Par respect pour les auditeurs qui nous écoutent, je vais éviter, excusez-moi, de donner mon avis sur ce sujet parce que vous savez, je suis engagé politiquement. Donc, donner mon avis sur les autres. Notre créneau à nous, c'est de ne pas parler de ce qui se passe dans les chapelles des autres partis politiques. Donc, je ne vais pas déroger à la règle, je ne vais pas donner mon avis sur une question qui concerne d'autres formations politiques, surtout si elles sont des formations de l'opposition, dans la mesure où nous réfléchissons aujourd'hui à la formation des alliances. Donc, je vais vraiment... Excusez-moi, mais je vais éviter de donner mon avis sur cette question. Je risque, simplement parce que je risque de ne pas être objectif totalement. Mais on va parler également d'actualité pour le Maël, l'état d'avancement des travaux sur la route EDA Dizangue-Mouanko, alors que 5 à 7% des délais contractuels ont déjà été consommés. Eh bien, le niveau d'avancement des travaux demeure nul, estimé à 0,1% selon le délégué des travaux publics de la Sanaga maritime. Est-ce que vous comprenez ce taux d'avancement de travaux lorsque le délégué dit 0,1%, c'est pour dire que peut-être les travaux n'ont même jamais démarré. Non, 0,1%, ça veut dire que les engins sont arrivés sur le site. Voilà, donc on a transporté les engins, on les a amenés sur le site. Écoutez, Marie-Flore, la difficulté qu'il y a dans la réalisation des travaux publics aujourd'hui réside d'abord dans l'attribution des marchés de travaux publics. Les entreprises qui sont choisies, la façon dont elles sont choisies. Mais il y a un élément central qui plombe la réalisation des travaux publics dans notre pays, c'est la corruption. C'est-à-dire que dès lors qu'on vous attribue un marché, Marie-Flore, vous devez déjà commencer à donner des bacs chiches qui font que le marché en lui-même, vous n'avez plus les moyens de réaliser parce que vous avez tellement saupoudré au passage. Avant même l'attribution du marché, déjà, on vous dit que pour que vous ayez le marché, il faut donner. Et quand vous avez le marché, on vous dit également qu'il faut donner une rétrocommission. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que soit les travaux, généralement, sont réalisés et sont mal faits. Vous vous souvenez de cette affaire où la route s'était effondrée, je crois, à Massumbu, avant même qu'elle n'ait été livrée. Oui. C'est parce que, justement, il y a un problème de corruption dans l'attribution des marchés publics. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est capacité des entreprises à réaliser ces travaux. Ça aussi, c'est un problème parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On donne des marchés à une entreprise, d'un copain, à ceci, à cela. Vous vous souvenez également qu'on a eu, par exemple, le cas d'une de nos consoeurs aînées, journaliste à la CRTV, qui a été épinglée dans une affaire de construction de route. Oui. Parce que détentrice d'une entreprise qui travaille dans le BTP. Donc, c'est tout ça qui fait aujourd'hui Charles Douglas, vous devez bien savoir cette histoire. C'est pas possible. Donc, c'est tout ça qui plombe la réalisation. Vous vous souvenez également que la semaine dernière, il y a 2 semaines, il a circulé une information selon laquelle, au cours d'une réunion au Premier ministère, le ministre des Travaux publics aurait avancé que les travaux sur la route Akwaya seraient avancés à plus de 90% et que le président le modérateur de l'église presbytérienne se soit levé pour lui dire que non, c'est pas vrai, les travaux ne sont pas réalisés du tout. Mais tout ça participe également, comme je le dis, de l'impunité. Parce qu'on ne peut pas comprendre que des gens soient chargés de la gestionnaire de gérer la fortune publique et que tous les jours, il y a des cas de dénonciation sur des manquements comme cela et que rien ne soit fait. Parce que si aujourd'hui on parle de la route qui va à Mouanko dont vous faites allusion, ça veut dire que les fonds pour la réalisation de cette route-là ont déjà été débloqués. Où sont-ils partis? Pourquoi est-ce que les travaux ne sont pas réalisés? Et les gens sont toujours tranquilles, les gens se lèvent le matin, vont à leur travail normalement, vont à leurs occupations sans être inquiétés. Je pense que c'est cet ensemble de problèmes qui mine le pays. Mais il faut dire que ce type de problème ne concerne pas seulement
le côté des travaux publics. Dans tous les secteurs de notre pays, vous avez ce genre de choses. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je me souviens une fois que je suis parti en mission au Ghana, quand j'étais encore journaliste actif, et le ministre de l'économie à l'époque, c'était lui, Paul Motazé, participait donc à ces travaux-là. Les travaux portaient sur l'optimisation dans la gestion des ressources. Et le ministre Motazé avait commencé son propos en racontant une histoire selon laquelle un jour, ses collaborateurs sont venus le voir pour lui dire « Monsieur le ministre, on a besoin que vous débloquiez les ressources pour la construction de la barrière d'une école primaire à l'est du pays, d'une école maternelle. » Et donc, les ressources ont été effectivement débloquées, ont été envoyées à la commune où l'école maternelle était censée se trouver. Et il dit 2 semaines après, il a reçu le courrier du maire de la localité qui lui disait « Monsieur le ministre, je vous remercie pour les fonds que vous avez bien voulu débloquer pour la construction de la barrière de l'école maternelle, mais je pense qu'il faut d'abord commencer par construire l'école maternelle avant de construire la barrière. » Ça veut dire qu'on avait fait débloquer les fonds pour la barrière d'une école qui n'existait pas. Donc, c'est un problème dans la gestion des ressources de notre pays. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut revenir au système de décentralisation. Des gens ne peuvent pas s'asseoir à Yaoundé et décider de la construction de la route d'une localité où ils n'ont jamais mis les pieds. Et c'est exactement ce qui se passe. Pourquoi faut-il que pour construire une école à Logbadjek ou à Soumaloumbé, qu'on aille demander à quelqu'un qui est à Logbadjek, qui est assis dans son bureau à Yaoundé et qui ne peut même pas situer cette école ou alors cette localité sur la carte du Cameroun? C'est ça qui nous ramène, qui veut dire qu'il faut qu'on revienne à un système de décentralisation où les choses sont gérées par les collectivités. On va sortir par là en sport, football, démission des clubs, Njikoba FC de Banjul, Charles Douglas, qui dépose, c'est ça? C'est le club, le président qui dit qu'il dépose son club. Il y a Bamboutos de Mbouda qui après dit qu'ils vont discuter avec la fédération camerounaise de football. Mais qui s'est retiré pour l'instant. Qui s'est retiré pour l'instant, mais qui doit jouer. Voilà, les joueurs s'entraînent, mais le club dit qu'il ne joue pas ce week-end. De l'autre côté, vous avez les arbitres qui disent qu'à partir de lundi, ils vont tous déposer, ils revendiquent leurs aérés. Dans ce climat-là, comment est-ce qu'on peut analyser Paul Mayel se convie avec ces différents clubs? Est-ce que ce sont des questions internes qui se retrouvent finalement mêlées à certains manquements de la FECAFOOT, ou alors tout est du ressort de la Fédération camerounaise de football? Mais d'abord, parlant du cas Bamboutos, je parle sous le contrôle de Charles Douglas. Je pense avoir entendu qu'ils ont engagé des pourparlers avec la fédération. Ils n'ont pas encore trouvé un accord, mais je pense qu'ils sont en discussion et j'espère vraiment que le président Tagou reviendra et son club reviendront à de meilleurs sentiments. Pour info, Paul Mayel, pour info là-dessus, la fédération, enfin, il y a des sources qui disent qu'il n'y a jamais eu de discussion entre la Fédé et Bamboutos de Mbouda. Voilà. Donc, il faudrait déjà que ce soit éclairé à ce niveau. La deuxième chose également, toujours sous le contrôle de Charles Douglas, je pense qu'il y a même des dissensions en interne au sein de Bamboutos où une partie de supporters n'est pas d'accord avec la décision de se retirer du championnat. Moi, ce que je veux dire, Marie-Flore, c'est que je pense que quand on a il y a un adage qui dit que 2 personnes qui se disputent, c'est 2 personnes qui n'ont pas discuté. Et moi, je pense toujours que la meilleure façon de gérer des conflits, c'est de s'asseoir autour d'une table, de les poser et de discuter. Il y a certainement des manquements de la Fédération camerounaise de football, mais il y a aussi que les clubs ne peuvent pas dire qu'ils sont blancs comme neige. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on trouve le moyen, peut-être sous la houlette du ministère des Sports, que les clubs s'asseyent avec la fédération, discutent d'un certain nombre de problèmes, notamment de cette affaire de paiement de salaire et de paiement de la subvention au club, trouvent des solutions qui fassent que tout le monde soit gagnant. Moi, ce qui me pose un problème dans cette affaire, c'est que dans toutes les affaires de foot, quand vous entendez parler de foot, à aucun moment, ni la fédération, ni les clubs eux-mêmes, enfin les présidents de clubs, ne semblent prendre en compte ceux qui sont les véritables fournisseurs de spectacles, qui sont les joueurs. Et moi, c'est ça mon principal chagrin. Personne ne demande aux joueurs ce qu'ils pensent. Personne ne pense à l'intérêt des joueurs. Parce que je ne suis pas sûr que la décision d'arrêter de jouer le championnat soit dans l'intérêt des joueurs, ou que si on demande aux joueurs ce qu'ils veulent, ils vont répondre qu'il faut se retirer du championnat. Ils n'ont pas apprécié, pour avoir discuté avec certains joueurs de Bamboutos de Mbouda, ils n'ont pas apprécié, ils veulent continuer la compétition, parce que ça, c'est se retrouver d'abord en chômage. Et beaucoup disent qu'ils avaient déjà des problèmes internes avant d'évoquer ce qu'ils appellent des manquements de la fédération.
Non, tous les clubs, Marie-Flore, tous les clubs ont des problèmes internes. Tous les clubs ont des problèmes de salaire, à part un ou deux ou trois, mais tous les clubs ont ces problèmes internes-là. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faudrait aujourd'hui, puisque l'objectif de la fédération, c'est redonner au football camerounais sa grandeur, l'objectif peut-être serait que tout le monde s'asseye autour de la table et qu'on voit quelles sont les voies et moyens qu'on peut mettre en place, quelles sont les choses qu'on peut mettre en place. Est-ce qu'il faut peut-être repenser à augmenter l'enveloppe de la subvention de l'État du Cameroun? Est-ce qu'il faut rediscuter avec les sponsors? Bref, je pense qu'il faut une assise avec toutes les parties présentes pour qu'on n'ait pas tout ce qu'on a. Tous les jours dans notre championnat, on a des problèmes. C'est le président Feutier qui est parti, c'est Justin Tago qui veut partir, c'est les arbitres qui veulent entrer en grève, c'est ceci. Tout ça n'est pas bon et ne participe vraiment pas à redonner à notre football sa grandeur. Je pense qu'il est important que chacun mette un peu d'eau dans son vin et que les gens s'asseyent et enfin discutent, parce qu'on a l'impression que les gens se disputent plus qu'ils ne discutent. Merci infiniment, Paul Mayel, et bon week-end, Pascal. Merci, Marie-Flore, à vous de même. Merci. Sacré matin. Bon bagaille.